Bonjour tout le monde and hello everybody. Aujourd'hui, en fait, la présentation de ce jour qu'on appelle la première leçon, on va parler un peu de la conceptualisation, donc de la question des enfants et des jeunes dans les villes africaines et sénégalaises particulièrement. Dans un premier temps, en fait, il faut dire que c'est une présentation qui découle des données de mon livre sur survivre à la pauvreté et à l'exclusion, le travail des adolescentes dans les marchés urbains au Sénégal. Elle pose quand même une réflexion plus profonde sur la problématique générale des enfants et des jeunes en situation difficile, qu'on appelle aujourd'hui en situation de rue. Et on va revenir pour montrer la fluctuation et l'évolution des concepts qu'on utilise en général pour qualifier un problème social. Pour revenir dans ce livre, donc, c'était une problématique liée aux enfants et jeunes travailleurs et particulièrement aux adolescentes qui sont dans les marchés urbains. Peut-être pour taquiner un peu mon ami Bonaventure, où la perspective genre donc, avait une posture assez importante. Nous avons aussi travaillé dans une perspective de changement social comme cadre théorique, ce qui nous a permis un peu de travailler sur les concepts de pauvreté, sur les concepts d'inégalité, sur les concepts d'exclusion. Une petite anecdote, je me rappelle quand j'étais en études à l'extérieur, qu'on nous parlait de l'exclusion sociale, à la définition de Pogam ou bien de Robert Castel, où on parle de défiliation totale et qu'en général, ce qu'on appelle les exclus n'ont pas de liens sociaux, n'ont pas d'attache, etc. Et la question qui m'a été posée en ce moment-là, c'était de savoir est-ce qu'en Afrique, on peut parler d'exclusion sociale? Et j'ai été catégorique pour dire que là, on n'a pas de problème d'exclusion sociale. Effectivement, parce que d'habitude, j'ai participé dans des leçons, en tout cas de préparation pour des gens qui venaient en Afrique, et on pensait que tout ce qui est solidarité, tout ce qui est développement des liens sociaux, ça c'est l'Afrique. Et que tout ce qui est individuel, tout ce qui parle de l'individualisme, c'est les autres, entre guillemets, les Européens ou bien les Nord-Américains. Donc, en partant de cette réflexion, je me disais que, bon, pour le moment, le concept d'exclusion sociale, donc, ne peut pas être, en tout cas, expliquer clairement les problèmes des Africains et des Sénégalais. 2 ans après, je suis revenue au Sénégal pour faire une recherche, effectivement, sur toujours la thématique du travail des enfants. Et au retour, en discussion comme ça, je disais à ma directrice de thèse, une fois vous m'avez posé une question pertinente pour me demander est-ce que les problèmes d'exclusion existent en Afrique et au Sénégal, je vous ai répondu par la négativité. Aujourd'hui, je revois ma position. En venant, en tout cas en quittant le Sénégal, j'avais vu des familles dans la rue, parce qu'aujourd'hui on parle des enfants de la rue, mais moi j'ai vu des familles dans la rue. Et j'ai vu que le processus d'individualisme commence à guetter nos villes, et je ne dirais même pas guetter, s'installe désormais dans les villes africaines et dans les villes sénégalaises. Et je donne toujours ces exemples en connaissance de cause. Vous allez un peu quelque part dans les Almadies au Sénégal ou bien dans certains quartiers où des gens qui habitent pendant des années ne se connaissent plus. Aujourd'hui, un parent qui quitte le village pour venir en ville à Dakar doit demander la permission et ou bien doit avertir, sinon il risque de passer ses nuits dans la rue ou bien il risque de ne pas être reçu parce que c'est les bonnes, les boys qui sont là pour dire que moi je n'ai pas d'instruction, je ne vous connais pas et madame n'est pas là ou monsieur n'est pas là, donc vous ne pouvez pas entrer. Pour vous montrer que donc c'est des phénomènes, parfois quand on pense à ces concepts, on pense que c'est des concepts entre guillemets étrangers, mais
En réfléchissant profondément sur les problèmes sociaux de nos villes, on se rend compte que nous vivons les mêmes problèmes, peut-être de manière différente. Donc, le travail des enfants et de la rue, aussi c'est dans ce même versant. À chaque fois, on se posait la question pourquoi le travail des enfants et des jeunes dans la rue, et que peut-être en Afrique, on a l'habitude de travailler, donc c'est des problématiques qui ne nous concernent pas, ou bien c'est des problématiques qui ne concernent pas les autres. Mais la réalité du terrain nous démontre que c'est des phénomènes qui existent, et on va réfléchir un peu pourquoi ces phénomènes existent. Vous pouvez peut-être après revenir sur, parce qu'on n'a qu'une heure de temps pour la présentation. Pour ceux qui aimeraient, je pourrais revenir sur la présentation du livre qui s'appelle un peu, vous pouvez l'avoir même ici, si je ne me trompe pas. Donc, je pense que ça y est, vous connaissez, c'était survivre à la pauvreté et à l'exclusion, le travail donc, des enfants, des adolescents dans les marchés à Dakar. Pour la présentation d'aujourd'hui, donc nous allons un peu discuter de la question des jeunes en tant que problème social visible dans les villes africaines. L'objectif ici est d'examiner la question des jeunes à la fois comme problème social, mais aussi comme problème d'action politique. Plusieurs études, effectivement, ont montré que les enfants ont diverses facettes du phénomène des enfants et des jeunes de la rue. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que beaucoup d'organismes, pour ne pas parler de l'État, investissent ces créneaux pour essayer de trouver des réflexions, des pistes, des solutions en mettant sur pied des programmes, des projets uniquement pour la problématique des enfants et des jeunes de la rue d'une manière générale. Ce qu'on a remarqué, c'est que depuis plus d'une vingtaine d'années, ces programmes demeurent et que jusqu'à présent, il n'y a pas en tout cas de résultats probants. La question est de savoir ici pourquoi, en général, malgré ces différentes interventions, la question devient toujours alarmante. Mais une question beaucoup plus profonde que ça, qu'est-ce qui détermine que tel ou tel phénomène est un problème social en tant que tel? Ça, c'est une question, on doit réfléchir sur cette question. En général, on cerne certaines problématiques pour dire que c'est une question sociale, c'est une problématique sociale ou bien c'est un problème social. Et en tant que problème social, donc ça nécessite effectivement des interventions institutionnelles, étatiques, des décisions qui nous viennent en général des Nations Unies. Qu'est-ce que c'est que la jeunesse? Comment la définir de façon empirique et théorique? Et quels sont les fondements théoriques du travail des enfants, etc. Dans un premier temps, je voudrais vous faire savoir que le travail des enfants, d'une manière générale, n'est pas une question récente. L'histoire du travail des enfants est une question très, très ancienne. On peut parler donc à l'aube du XXe siècle de la révolution industrielle inaugurée en Angleterre avec l'essor de la sidérurgie, de la chimie, de la construction mécanique, etc. Pendant cette période, il faut dire que cette problématique a fait l'objet de controverses, a fait l'objet de débats énormes. Et là, je vous renvoie sur les écrits de Villarmin, je vous envoie sur Legrand Dupin qui, à cette période, insistait d'abord sur les conditions inhumaines donc, du travail des enfants dans les mines. Et pour ceux qui ont lu Germinal, donc, peuvent revenir sur cette question donc, alarmante des enfants qui travaillent dans les mines de charbon, etc. Donc, c'est une question très, très ancienne.
Au Sénégal, en Afrique, le travail des enfants a toujours fait partie d'un processus de socialisation. Je pense que nous tous, nous avons été socialisés par le travail. Un processus de socialisation. Seulement, c'est au début des années 90 qu'il a été considéré comme question sociale qui découle des conséquences des mutations socioculturelles, bien sûr, mais surtout des processus de modernisation et de la crise économique, ce qu'on appelle aujourd'hui la nouvelle pauvreté, etc. Donc, si on essaie de contextualiser, on peut dire que c'est à partir des années 80, avec les problèmes d'ajustement structurel, de la crise économique, etc., où on a commencé à poser la problématique du travail des enfants en Afrique et particulièrement au Sénégal comme question sociale, mais surtout comme problème social. Pour cela, on peut citer le BIT, on peut citer aussi l'UNICEF, qui sont pratiquement Enda-Tiers-Monde dans une moindre mesure. On pourra revenir sur le cas de Enda-Tiers-Monde parce que c'est un peu différent du BIT et de l'UNICEF. Donc, ils ont essayé de mettre sur pied des conventions pour lutter contre le travail des enfants, car pour ces institutions, le travail des enfants rime avec exploitation, etc. En travaillant sur ce sujet, j'avais pris un peu le contre-pied de ces institutions en disant que je ne vais pas considérer le travail des enfants sous l'angle de la victimisation. Il y a plusieurs catégories. Il y a ce qu'on appelle les domestiques, les bonnes ou bien les bindan pour parler étymologiquement wolof. Il y a ce qu'on appelle aussi les cireurs, les petits cireurs, les enfants qui sont dans le secteur informel. Mais il y a aussi ce qu'on appelle les mendiants, etc. Pour vous dire qu'il y a une diversité, je pourrais revenir sur ça demain, ce n'est pas l'objet de la réflexion d'aujourd'hui. Mais ce qui est important à noter, c'est que le problème des enfants et des adolescents apparaît comme un phénomène complexe et multidimensionnel, tant au regard des théories et approches, mais aussi au regard de méthodologie, de l'épistémologie, etc. Ce qui pose comme problème de cadrage, de problème de dénomination, parce que comment dénommer le travail des enfants, il y a plusieurs assertions, on pourra y revenir, de classification, mais également d'opérationnalisation. Ce qui est travail des enfants dans un contexte donné ne l'est pas dans un autre contexte, ce qui pose un débat énorme, et ce débat continue jusqu'à présent sur le plan national, je dirais bien, mais aussi sur le plan international. Donc, ça, c'était un peu pour la problématique des enfants et des jeunes de la rue. Pour revenir à la construction des concepts, je pense que nous avons eu des débats assez fructueux ici et des débats très, très enrichissants sur qu'est-ce que c'est qu'un enfant, qu'est-ce que c'est que la jeunesse, qu'est-ce que c'est que l'adolescence. Et je pense que ce n'est pas aujourd'hui qu'on va vraiment arrêter ce débat. C'est un débat qui va continuer parce que nous n'avons pas les mêmes conceptions, les mêmes considérations, etc. Mais permettez-moi de vous demander de relever quelques contradictions pour montrer comment la problématique des enfants, surtout la conceptualisation de l'enfance, de la jeunesse, pose problème. Si nous prenons le cas des Nations Unies, en général, quand on parle de qu'est-ce que c'est qu'un enfant, qu'est-ce que c'est qu'un enfant? C'est quelqu'un qui a moins de 18 ans. C'est ça, un enfant, selon la conception onusienne. En revenant toujours pour continuer sur cette conceptualisation, l'OMS explique que pour parler d'adolescence, il faut avoir entre 9 ans, parce que 9 ans, c'est ce qu'on appelle les adolescents donc précoces, et 19 ans. Est-ce que vous me suivez un tout petit peu? Donc, pour l'UNICEF,
et la conception onusienne, on est enfant de 0 à 18 ans. L'OMS, parlant de la problématique de l'adolescence ou de la question des adolescents, parle de 10 ou bien de 9 à 19 ans. Et aujourd'hui, le BIT et d'une manière générale même, la Banque mondiale parle de jeunes entre 15 à 24 ans ou 25 ans. Donc il y a tellement de fourchettes de bornes pour catégoriser un peu qu'est-ce que c'est qu'un enfant, qu'est-ce que c'est qu'un jeune, qu'est-ce que c'est qu'un adolescent. Je pense que je suis tout à fait en phase avec tout ce que Olivier Galland et autres Berger, etc., ont dit sur l'enfance, qui ont effectivement l'enfance, la jeunesse, qui sont des construits sociaux et qu'on ne peut pas mettre des bornes quand on parle de ces catégories. Pour seulement 2 raisons au Sénégal et en Afrique d'une manière générale, c'est qu'en général, nous, quand on qualifie la jeunesse ou bien l'enfance, on essaie toujours de partir en partant des rites initiatiques pour voir qui est enfant, qui n'est pas enfant. Et que les bornes, en général, ne constituent pas quand même des barrages pour dire que voilà où commence la jeunesse ou l'enfance, ou bien voilà où se termine la jeunesse ou l'enfance. Et sur ce plan, je vais vous donner un exemple très, très intéressant. Il y avait quelqu'un qu'on a rencontré ici au Sénégal, une personnalité, je ne dirais pas son nom, qui aujourd'hui, même sur le plan international, est devenu quelqu'un. Il disait qu'il habite la base Casamance. Il dit qu'en fait, il a quitté la Casamance très tôt et qu'il n'a jamais assisté à ces rites initiatiques. Son problème, à chaque fois qu'il rentre en Casamance durant des périodes de vacances ou des périodes de fêtes, il ne pouvait pas participer à l'assemblée des pères ailleurs, donc de ses amis, etc. Parce qu'il n'a pas été initié. Et que jusqu'à présent, du regard de sa société, il n'est pas considéré comme un adulte. C'est lui-même qui racontait. Et que c'est à pratiquement 54 ans, finalement, qu'il a consenti à aller faire ses initiations pour pouvoir participer, parce qu'il était exclu, tout bonnement. Pour vous dire que jusqu'à présent, on a beau mettre des bornes pour dire qu'on est enfant, on n'est pas enfant, mais la société aussi a ses réalités, et que si la société t'exclut, je le dis très souvent, je préfère donc la mort biologique qu'à une mort sociale. Donc, pour vous dire que les problèmes de conceptualisation, c'est des problèmes qui demeurent et que jusqu'à présent, donc, ça pose problème. En Afrique, pourquoi la réflexion a été lente? Si nous regardons un peu la littérature, 2 exemples ont été donnés pour dire que pourquoi on n'a pas réfléchi très tôt sur les problématiques de l'adolescence, de la jeunesse, etc. Parce qu'effectivement, la sociologie de la jeunesse, je peux dire que c'est un domaine assez naissante ici en Afrique. La première, c'est que je viens de le dire, c'est les rites initiatiques pour dire qu'il y a un enfant qui n'est pas enfant, mais surtout du fait que la démographie africaine était une démographie assez récente, assez jeune. Donc, on n'a jamais eu le temps de réfléchir sur les problèmes des jeunes, de conceptualiser même le problème des jeunes. L'autre chose aussi, c'est toujours dans cette même version, c'est que nous avons des classes sociales qui font qu'il nous faut respecter la seniorité, et de ce fait, ce n'est pas n'importe qui peut être adolescent ou bien qui peut faire partie de la classe des adultes, entre guillemets. Donc, c'est des conceptions un peu socioculturelles qu'il faut dire, qui faisaient que la réflexion n'a pas été assez évolutive sur la sociologie de la jeunesse au Sénégal, en Afrique particulièrement. Donc, je ne vais pas m'attarder sur qu'est-ce que c'est que la jeunesse et l'adolescence.
Mais ma réflexion aujourd'hui me pose à essayer de déconstruire ce qu'on appelle le passage à l'âge adulte en mettant par exemple comme indicateur ou bien comme variable le fait d'avoir de l'emploi ou bien le fait de se marier. Effectivement, si vous n'avez pas ces deux indicateurs, avoir un emploi, et on a seulement dit un emploi et un emploi plus ou moins formel, ou bien le fait de se marier, le passage de l'enfance à l'âge adulte peut ne pas être qualifié comme un passage, en tout cas adéquat, etc. Mais en examinant, en observant le phénomène des enfants en situation de rue, et particulièrement le travail des enfants, je me suis rendu compte que c'est des jeunes qui ont à peu près l'âge entre 8 et 18 ans. J'ai travaillé sur ces catégories, mais que je considérais comme, entre guillemets, des adultes. Parce que malgré le fait qu'ils n'ont pas d'emploi décent, pour parler d'emploi formel, c'est des gens qui ont eu à travailler dans le secteur informel, ou bien c'est des gens qui ont eu une présence de rue qui fait que, par exemple, ils totalisent des expériences en général de 4, 5, voire même 10 ans dans la rue. C'est des jeunes qui sont très avertis. C'est des jeunes qui, aujourd'hui, par rapport à leur domaine d'excellence, qui est le travail, même si c'est dans le secteur informel, ont capitalisé tellement d'expérience que finalement, je me posais la question de savoir est-ce que pour ces jeunes-là, on peut toujours les maintenir donc, dans la catégorie enfant pour dire qu'ils n'ont pas encore donc, franchi ce qu'on peut dire, donc le passage de l'âge enfance à l'âge adulte. Donc, c'est des questionnements. Je me posais la question et je me disais que, en ce qui me concerne, je ne les considère pas comme des enfants, mais je les considère comme des adultes à part entière qui peut-être, avec les conditions de vie difficiles, etc., donc ont développé tout un tas de stratégies qui les ont permis aujourd'hui de ne plus se considérer comme des enfants, mais qui se considèrent comme des adultes. Et peut-être, même s'ils ne sont pas mariés pour la plupart, mais le travail qu'ils fournissent, les expériences de rue et leur culture de rue en font des adultes. Donc là, c'est ma conception de qu'est-ce qu'une jeunesse, qu'est-ce qu'une enfance, pour dire que ce n'est pas en partant des bornes ou bien en partant des catégories, mais en partant de l'expérience de terrain, en partant de la capitalisation qu'ils ont développée tout en étant dans la rue ou bien dans l'espace public. Ces jeunes aujourd'hui peuvent être considérés comme des adultes à part entière. On peut revenir sur cette réflexion si vous voulez. Donc, les enfants et les jeunes de la rue, qui sont les enfants et les jeunes travailleurs? Là aussi, c'est un autre concept à développer. En partant du concept du BIT, donc on peut tolérer le travail des enfants jusqu'à 15 ans. Et quel genre de travail? En partant de la conception de l'UNICEF, c'est des jeunes qui sont dans la rue, c'est des jeunes qui mendient, c'est des jeunes qui sont des laveurs, des cireurs, etc., qu'on peut considérer comme des enfants de la rue. Et récemment, avec l'évolution des concepts, les exploités sexuels, pour ne pas parler de la prostitution juvénile, parce que moi, je me dis que exploités sexuels ou bien, etc., c'est des prostitutions, donc des formes de prostitution. On pourra revenir sur ce terme plus tard. Donc, pratiquement, on a mis dans cette catégorie d'enfants de la rue tellement d'activités que finalement, on ne peut plus distinguer aujourd'hui qui fait un travail légal, un travail légitime ou bien un travail illégitime, un travail illégal. Je pourrais dire que même c'est un fourre-tout quand on parle des enfants et des jeunes de la rue. Cependant, si nous considérons les enfants sont
ceux qui, pour leur propre survie ou pour le compte de tiers, sont obligés de se livrer à des activités génératrices de revenus. Ces activités mal rémunérées ou parfois pas rémunérées du tout ont un impact négatif sur le développement physique et moral de l'enfant. C'est dans ce sens que l'UNICEF du Finistère, qui est enfant de la rue, et que le BIT a repris en allant beaucoup plus loin pour dire que dans les villes, c'est une armée d'enfants qui proposent leurs services. Cireurs de chaussures, vendeurs d'eau, bana, c'est des petits marchands en fait, dans les rues et dans les marchés, bonnes à tout faire. Les boudjouman, c'est ce qu'on appelle les fouilleurs de poubelles, ou les talibés mendiants, qu'on peut considérer comme des enfants de la rue. Enda Tiers-Monde aussi, en essayant de continuer cette définition, montre que aujourd'hui, dans des petits métiers urbains, il y a des garçons, mais aussi des milliers de filles, selon la dimension du centre urbain. Et pour Enda, de la même manière que le BIT, c'est des travailleuses domestiques, des vendeuses dans les marchés, des cireurs, etc. De la même manière, on a vu qu'on peut faire une dichotomie entre enfants de la rue et enfants dans la rue, ce qui posait aussi un problème de conceptualisation. Les enfants de la rue, donc c'est des enfants qui vivent de la rue, qui ont élu domicile dans la rue et pratiquement qui ont développé des cultures de rue énormes et qui ont même, je dirais, dompté la rue pour en faire leur lieu, leur espace public. Quand l'enfant dans la rue, c'est en fait un enfant qui passe une bonne partie de son temps dans la rue, mais quand même qui a des attaches et qui parfois rentre chez lui ou bien qui a quelque part des parents où ils peuvent passer la nuit, mais c'est des gens qui ne restent pas éternellement dans la rue. Donc on a essayé de catégoriser ces deux types, mais il faut dire que la frontière est très mince. Entre enfants de la rue et enfants dans la rue, la frontière est très mince, ce qui fait qu'aujourd'hui, avec l'évolution, comme je le disais tout à l'heure, sémantique des concepts, on les regroupe pour parler des enfants en situation de rue. Et dans ces enfants en situation de rue, la catégorie des enfants travailleurs a une place assez quand même importante. Vu la complexité donc, de ces concepts d'enfants travailleurs, pour clarifier, j'ai essayé d'établir quand même une distinction entre ce qu'on appelle l'activité domestique comme le child work, qui correspond aux tâches ménagères, comme je le disais tout à l'heure, aux tâches ménagères assumées par l'enfant dans son environnement familial. Et cette activité domestique, je l'avais dit tout à fait au début, participe à la socialisation de l'enfant. Il faut lire les écrits de Pierre Herny, il faut lire les écrits du professeur Gorombo, donc de l'université de Bergère. Il faut lire aussi les écrits un peu de Boubacar Ly, de Momar Koumba Diop, pour montrer comment effectivement le travail des enfants participait à leur socialisation. Donc, j'ai essayé de faire cette ligne de démarcation entre ce travail comme activité socialisante ou même le confiage des enfants qui aujourd'hui est assimilé à de nouvelles formes d'exploitation des enfants faisait partie de ce schéma donc, de socialisation. Cette forme de socialisation est différente, bien sûr, du travail des enfants où aujourd'hui, l'appât au gain où les formes de revenus sont assez intéressantes quand on parle donc de cette nouvelle forme de socialisation. Et j'ai essayé de montrer qu'il y a un glissement entre le travail des enfants dans les domiciles et aujourd'hui ce qu'on peut appeler le travail des enfants hors des domiciles. D'où effectivement le phénomène des enfants et jeunes travailleurs. Et cette nouvelle forme de travail des enfants rime avec l'exploitation, rime avec les conditions de vie difficiles, avec des conditions de travail difficiles, etc., etc.
Donc, en d'autres termes, j'ai essayé d'établir deux catégories d'enfants travailleurs. La première, c'est celle qui existait et qui a toujours existé, donc où l'enfant a été socialisé dans son domicile, ou bien même si on confie l'enfant à un parent, à une amie, c'était dans le cadre de sa socialisation. Ça faisait partie des schémas traditionnels africains de comment vivre en société. Avec les conditions de vie difficiles, avec les problèmes, je l'ai dit tout à l'heure, des années 80 d'ajustement structurel, même bien avant, on peut dire avec la sécheresse, on est arrivé à un glissement qui nous a permis de parler de nouvelles formes de travail des enfants, qui sont des travaux hors domicile et qui sont monnayables. Ce sont ces nouvelles formes de travail, effectivement, qui ont été dénoncées, bon, comme le disait BIT, parce qu'une fois, on a eu un débat assez intéressant sur ça. Ils disent qu'ils ne dénoncent pas la forme de socialisation. Ce qu'ils dénoncent, donc, c'est l'exploitation des enfants. Sauf, parfois, il arrive à ces institutions de dire que les enfants qui travaillent ne peuvent pas, donc, suivre normalement le cursus scolaire, etc. Donc, il y a tellement de paradoxes, tellement de contradictions, parfois, qu'il nous arrive de relever pour montrer est-ce qu'on est en phase avec notre société, oui ou non. Donc, voilà un tout petit peu sur la conceptualisation des enfants et des jeunes travailleurs. Donc, qu'est-ce que c'est que la jeunesse en Afrique avec ses deux bornes? Qu'est-ce que c'est que le travail des enfants? Mais l'autre problème intéressant, pourquoi c'est devenu un problème social, mais un problème social visible? Et pour parler de la visibilité, effectivement, des problèmes des enfants et des jeunes de la rue, je vous donne tout juste quelques petits exemples. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de circuler un peu en ville, peut-être avec ces, comment on l'appelle, les questions de Tabaski, on les voit moins. Mais si certains ont eu le temps de circuler dans les grandes avenues ici à Dakar, ce qui vous frappe, c'est les mendiants, les familles qui sont au bord des rues, les enfants qui vous demandent de l'aumône comme ça, les talibés mendiants avec leur peau, etc. Je ne sais pas si vous avez eu à faire quand même ces remarques. Je ne parle pas des Sénégalais qui vivent quotidiennement avec ces phénomènes, mais pour des étrangers, il suffit d'aller ici à côté de la grande mosquée, dans les artères des vues à l'Épapégué, etc., pour voir donc ce phénomène à l'œil nu. C'est pourquoi on parle de la visibilité de ce problème social. À mon avis, plusieurs paramètres permettent aujourd'hui de parler pourquoi de la visibilité de ce phénomène. Dans un premier temps, il faut relever l'ampleur accrue du phénomène des enfants et des jeunes de la rue. Au Sénégal aujourd'hui, en 2005, on a dénombré le nombre d'enfants travailleurs à 1 378 720. 50 000 enfants sont